Le roi des Belges et la reine Mathilde sont ici en République démocratique du Congo depuis le mardi dernier. Ils vont faire 6 jours officiellement. Ils ont été à Kinshasa. Ils ont pris l'avion pour Lubumbashi. Le roi des Belges est là pour une mission très claire envers la République démocratique du Congo et les Congolais qui fêtent très bientôt les 62 ans d'indépendance. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce face-à-face. Nous allons parler des questions d'actualité. Nous parlerons également de tout ce qui tourne autour des sujets d'intérêt commun de tous les Congolais. Mesdames et messieurs, donc je reçois dans ce numéro de Face à Face Regan Kema, président du mouvement J'adore le Congo. Tout à fait, en effet. Regan Kema, merci de nous faire cet honneur. C'est la première fois qu'on vous reçoit chez nous. Tout à fait. D'abord, parlons-nous d'abord de votre mouvement. C'est quoi J'adore le Congo? Merci beaucoup. J'adore le Congo. C'est une structure qui a été créée, je pense, officieusement depuis 2011. Mais officiellement, on a eu notre F92 en 2019. Alors, concernant l'objet, que J'adore le Congo, c'est veut une structure qui soit comme une école des leaders. Donc nous sommes convenus et convaincus que le Congo, c'est patrimoine commun que nous avons en héritage. Vous n'êtes pas un parti politique. Non, Vous ne visez pas la conquête du pouvoir. Que visez-vous? Bon, en fait, vous savez, pourquoi on vise les pouvoirs? On vise les pouvoirs pour répondre aux besoins, aux desiderata de la population. Donc on ne peut pas aspirer au pouvoir justement parce qu'on a besoin d'avoir le pouvoir. Alors nous nous sommes dit qu'on a besoin que la jeunesse puisse prendre conscience parce que même le pouvoir, il ne se gère pas à un seul pilier. Il y a beaucoup d'acteurs comme ça qui entrent pour le développement d'un pays, raison pour laquelle vous allez voir que même les dirigeants se rendent compte que sans les diriger, ils ne peuvent rien du tout. Alors nous, au sein de J'adore le Congo, ce que nous faisons, c'est de demander à la jeunesse congolaise de pouvoir prendre conscience et se dire que, comme le disait Nelson Mandela, tout ce qui est fait pour nous, sans nous et contre nous. Très bien, Regan Kema, associé et puis dans tout ça. rentrons dans les vifs du sujet de notre émission, la visite du roi des Belges en RDC depuis le mardi dernier. Quelle est votre lecture de sa visite, d'abord, avant qu'on prenne son discours? Bon, vous savez, j'aurais bien voulu m'exprimer en lingala, parce que vous savez, en lingala, on dit ndaku oyo ya mbaka bapaya, ezalaka ndaku moko ya malamu epambola maka. Donc toute maison en tout cas qui accueille les visiteurs, c'est une maison qui est bénie. Donc dans ce sens, nous sommes très heureux de voir le roi et la reine, mais ainsi que la délégation belge qui séjourne depuis ici dans notre pays. C'est une très bonne chose, on est très contents. Même s'il y a des choses, comme vous le dites, qu'on pourra peut-être essayer de se dire entre nous, parce qu'on est en face à face. Mais sinon, on est très heureux de recevoir le roi et la reine de notre pays. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de la Belgique en tant qu'État? Est-ce que nous sommes en droit d'attendre quelque chose venant de la part d'un État indépendant que les nôtres, comme la Belgique? Est-ce que nous sommes en droit d'attendre quelque chose en tant qu'État indépendant, souverain? Bon, ça dépendra de la chose. Si la définition de la chose serait dans le sens d'attendre à ce que la Belgique puisse nous apporter le développement, mais ça, détrompons-nous. Ce n'est pas dans le sens où on ne fournit pas assez d'efforts pour nous-mêmes, pour nous développer, et que la Belgique puisse venir nous offrir le développement. Non. Mais ce que moi, personnellement, ce que nous, au sein de J'adore le Congo, attendons, c'est la reconnaissance de tous les maux qui avaient été accomplis dans notre territoire avec nos aïeux, et qu'enfin, ensemble, nous puissions passer à autre chose. Donc ce que nous attendons, en tout cas, c'est justement la reconnaissance, mais pourquoi pas également la réparation financière. Pas seulement, parce que la reconnaissance, c'est pas seulement pardon et puis c'est fini, mais on a également besoin qu'il y ait une réparation financière. Quand vous parlez de la reconnaissance, vous parlez de quel fait exactement que les Belges auraient commis au Congo, ou ont commis au Congo? Vous parlez de quel fait commis pendant quelle période précisément? Voilà, pour axer mon analyse,
Je vais subdiviser les faits historiques en deux parties. La première partie, c'est l'État indépendant du Congo. Et lorsqu'on parle de l'État indépendant du Congo, c'est cette période dans laquelle la dynastie de rois en Belgique avait dirigé notre pays. Et pendant ces moments, on connaît ce qui s'est passé. Il y a eu nos aïeux, en tout cas, qui ont perdu des bras, qui ont été tués, qui ont été maltraités. On le sait pour la production de caoutchouc et qu'est-ce que sais-je encore. Donc, pendant cette période-là, il y a eu beaucoup de bévues qui étaient dont les peuples congolais de l'époque étaient victimes, nos ancêtres. Mais après cette période, comme vous le savez bien, le roi Léopold II avait pérempté le Congo à ce que, quand il n'est pas en mesure de pouvoir rembourser les différentes dettes qu'il avait contractées auprès du gouvernement belge, et que le Congo basculerait d'office comme étant une colonie de la Belgique. Et c'est en 1908... Avant 1908, tous ces faits qui ont été commis doivent être réparés. Doivent être réparés. Là, je me dis... Par la Belgique, qui est l'ancienne colonisatrice. En ces moments-là, je ne parle même pas encore de la Belgique. Je parle beaucoup plus de la famille royale. Parce que pendant cette période-là, État indépendant du Congo, le Congo était dirigé par la famille royale, donc par le roi Léopold II. Donc là, comme le Congo était dirigé par le roi Léopold II, donc c'est à la famille de pouvoir présenter ses excuses. C'est là où, par exemple, moi, même, mais aussi les autres membres de J'adore le Congo, attendions le roi qui puisse présenter, ne fût-ce que pas pour le compte du gouvernement, mais pour le compte de la famille royale, des excuses au peuple congolais. Parce que pendant ces moments-là, c'était la famille royale qui dirigeait le Congo. Et ce n'est qu'en 1908 que le Congo est devenu, comme je l'ai dit, les rois Léopold II. Sous la colonisation. Voilà, n'étant plus. Mais justement, c'est une affaire qui fait grand bruit. Vous avez suivi le président de la République qui a dit que le passé, c'est le passé. Nous nous tournons désormais vers l'avenir. Le passé, c'est le passé, on doit avancer. On ne doit pas reculer, rester dans le passé, parce que le passé risque peut-être de ne pas nous donner les moyens de nous développer. Non, moi je pense qu'il est reconnu présentement, il est reconnu au président de la République, cette douceur dans l'expression. C'est une personne, d'après ma lecture, c'est une personne qui n'est pas du tout brutale dans ses propos. Et j'ai aimé, dans l'interview dont vous faites allusion, lorsque la journaliste belge est venue et lui a posé la question, j'ai aimé la réponse du chef de l'État. Certes, au départ, il ne voulait pas mettre mal à l'aise ses invités, parce que, comme vous le savez, c'est depuis 2 ans déjà que le président de la République avait demandé au roi Philippe de pouvoir venir en RDC. Donc, s'il est venu, c'est sous l'invitation du chef de l'État. Alors, il ne pouvait pas mettre son invité mal à l'aise. Donc, ayant des propos... Mais il ne pouvait pas mettre son invité mal à l'aise, son invité lui-même dit qu'il tienne compte du passé. C'est ça, cette contradiction-là, comment vous la comprenez? Non, il n'y a pas de contradiction. C'était là l'objectif du chef de l'État. C'était l'objectif du chef de l'État, mais il ne l'a pas manifesté dans son discours. Dans son discours, il dit autre chose, mais il a d'autres objectifs. L'objectif était que le roi Philippe, qui n'a pas été là, même lui-même aussi l'a évoqué, il n'a pas été là pendant que la RDC était la colonie belge. Il n'a pas été là, peut-être qu'il était encore très jeune. Donc, ce qu'il y a, c'est que l'objectif était de l'amener en RDC et qu'il se rende compte de l'état dans lequel se trouve la RDC. Parce qu'entre nous soit dit, M. Dan, si la Belgique, petite qu'elle soit, a atteint ce niveau de prospérité, mais c'est grâce à la RDC. Personne ne peut nous contredire sur ça. C'est grâce à la RDC, mais la Belgique, qui justement aujourd'hui participait à la Seconde Guerre mondiale, a suivi même la déclaration du caporal Kougnoukou, comme ancien combattant, la Belgique vient avec une mission de réparer le passé. Déjà, vous avez vu le masque qui a été remis au musée national. C'est une position quand même que nous devons saluer. Après tant d'années d'indépendance, 62 ans,
on peut quand même saluer cette volonté du souverain belge et des autorités belges. Oui, j'y reviens, mais j'aimerais mettre un point sur la précédente préoccupation pour vous dire que la politique, c'est un domaine qui est réservé aux élites. Et la politique ne se fait pas devant la caméra. Donc pour vous dire que même les discours du roi belge a été écrit sur base des entretiens en secret avec les chefs de l'État. Vous voyez? Donc il y a eu des demandes qui avaient été faites en dehors des caméras et que le roi, en venant, a pris en charge toutes ces demandes-là. Donc, ne soyons pas étonnés, ne croyons pas que le roi est venu tout simplement répondre à l'invitation. À l'invitation, non, mais il y a des préalables, il y a des choses qui avaient certainement été discutées en amont entre le président et le roi belge. La mémoire des Congolais qui sont décédés, ces personnes qui ont perdu les bras, vous l'avez dit tantôt, les mains, les membres de famille pendant l'époque de l'EIC, et quand un chef d'État prend la parole et dit que le passé, c'est le passé, nous nous tournons vers l'avenir. Comment se sentiraient les familles des victimes de cette période-là? Comment se sentiraient-elles, ces personnes-là? Non, mais je n'aimerais pas non plus avoir la prétention de dire qu'il n'y a pas un membre de la famille des chefs de l'État, ou soit il n'y a pas un membre de la famille de ceux qui gouvernent. Donc nous voulons tout simplement dire que lorsqu'on parle le passé est passé, c'est qu'on a besoin, certes, même nous demandons qu'il y ait une réparation, mais il ne faudra pas que nous puissions nous attarder là-dessus. Vous voyez? Est-ce qu'on peut construire une relation sur les nouvelles relations, je veux dire, si on ne répare pas le passé? Peut-on avancer si on n'a pas fait la paix des atrocités qui se sont passées dans le passé, dans le passé? Non, c'est pas du tout intéressant. Il faut qu'on puisse réparer. Et je pense que le roi belge et toute sa délégation sont là pour réparer ces passés-là. Pourquoi? Parce que pendant que nous sommes... Il y a des gens qui sont en train on est en train de discutailler comme ça, discutailler sur la place publique, mais sans connaître de fois les tenants et les aboutissants. Il faille informer à l'opinion que pendant que le roi est ici, il y a une commission parlementaire en Belgique qui est en train d'analyser beaucoup de choses. Il y a les reliques du feu premier ministre Patrice Lumumba. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont en train d'être faites au niveau de la commission et pour tout simplement préparer cette réparation-là. Mais nous, au sein des Adore le Congo, nous insistons sur une chose. On a vécu, ce sont des choses que nous ne sommes pas en train d'inventer, ce sont des choses qui existent. Lorsque vous interrogez l'histoire, vous allez vous rendre compte que l'Allemagne, par exemple, a reconnu le génocide fait au niveau de la Namibie. Vous voyez? Donc, après échange entre les deux pays, l'Allemagne a reconnu ses responsabilités et a versé une somme de 1,1 milliard d'euros à la Namibie, au gouvernement namibien. Donc, pour dire que nous voyons aujourd'hui cette volonté qu'a le roi Philippe de pouvoir réparer, de pouvoir revenir sur le passé et puis présenter des excuses, même s'il n'a pas employé les mots nous présentons des excuses, mais lorsqu'il dit voilà, je réitère encore le regret, bon, on ne peut pas les dicter que voilà, il fallait que les mots pardon soient sortis, même si on voulait vraiment entendre les mots pardon de sa bouche. Mais comme ça n'a pas été sorti, on ne va pas vraiment s'en tenir là-dessus. Mais nous voulons qu'il y ait des choses qui soient prises en compte, notamment la réparation financière. Parce qu'aujourd'hui... Il faut que la Belgique répare les torts causés dans le passé. Tout à fait, mais avec un geste, parce que si nous devons parler... Mais c'est le passé, pourquoi tenir compte du passé? Non, mais parce que j'ai aimé... C'est le passé. Parce que j'ai également aimé ce que vous aviez dit. Vous aviez dit quelque chose de très, très, très important. Qu'on ne peut pas envisager l'avenir sans le passé. Raison pour laquelle, lorsqu'on parle de l'histoire, mais l'histoire, c'est quoi? On ne s'y attarde pas, mais on a besoin quand même du passé pour mieux faire le futur. Donc, raison pour laquelle on a besoin que, en voulant projeter le futur, que nous puissions également prendre en compte le passé et faire mieux les choses. Et pour nous faire mieux les choses, c'est la réparation financière. Nous voulons que
pendant qu'ils seront peut-être au niveau de la commission parlementaire en Belgique, que ces volets-là également soient pris en compte. Le volet réparation financière. L'Allemagne l'a fait. Il a versé une somme de 1,1 milliard d'euros à la Namibie. Et nous attendons que la Belgique verse même plus. Parce que la Belgique est ce qu'elle est grâce à la RDC, aux richesses de la RDC. Vous avez évoqué un aspect très important, l'aspect du rapatriement de la dent de Patrice Lumumba. Si la Belgique détient la dent ou la denture dans l'ancien premier ministre, donc là, c'est une reconnaissance tacite de l'assassinat de l'ancien Premier ministre. Si vous voulez que nous puissions revenir sur l'assassinat de Lumumba, l'inoubliable Lumumba, je voudrais tout simplement, oui, la Belgique a également une part des responsabilités, là c'est vrai, c'est clair, mais la Belgique n'est pas seule. Hein, en tout cas, la Belgique n'a pas été la seule coupable. Entre nous avons interrogé l'histoire, nous connaissons qu'il y avait également la CIA, donc il y avait les Américains, il y avait comment on appelle ça, les MC-16 britanniques. Donc il y avait tout un conglomérat comme ça de pays qui ont acté la mort du Patrice Lumumba. Donc ce n'est pas seulement la Belgique, même si la Belgique est le pays qui avait vraiment été comme étant l'exécutant sur les terrains, mais sinon ça demandait beaucoup de préalables. Et ces préalables-là, sans l'appui des Américains, peut-être rien n'allait la souffrance que connaissent les Congolais aujourd'hui. La Belgique a une part importante quand nous voyons le système de gouvernance. Est-ce que les Congolais, après l'indépendance, 1960, est-ce que les Congolais étaient préparés à diriger le pays? S'ils ne l'étaient pas, d'où aujourd'hui, ceux que nous avons aujourd'hui, sont-ils à même de perpétuer cette bonne gouvernance? Parce qu'après la colonisation, le Congo était en train de reculer d'année en année. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que la situation que nous vivons aujourd'hui de pauvreté, la RDC parmi les États les plus pauvres au monde, avec un PIB que nous connaissons tous, avec moins d'1 dollar, moins de 2 dollars par citoyen, comparé aux autres États, la RDC et ses richesses ne méritaient pas ça. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que la Belgique a une part importante dans le gouffre dans lequel la République démocratique du Congo se trouve aujourd'hui? J'aimerais emprunter vos mots pour dire que, pour répondre par une affirmative, vous dire que oui, la Belgique a une grande partie, a vraiment une grande partie. Dans la mesure où, vous savez, lorsqu'on parle de la colonisation, les gens de foi ne cernent pas de quoi il s'agit. La colonisation, c'est comme si vous étiez en train de vous arranger à construire une maison, à faire ceci, mais quelqu'un, il vous tombe. Même pas il vous vient, mais il vous tombe, il vous dit non, ne faites pas ça, désormais commencez à faire X choses. Donc on peut dire que la Belgique a déraillé toute l'ambition des Congolais pour la prospérité, pour le progrès. En venant en lieu et place des pouvoirs, même si à l'époque on n'était pas encore en État, mais j'ai aimé, quand vous lisez par exemple Staley, il vous parle lorsqu'il est arrivé pour la première fois au Congo. Il dit, mais il a été ébahi de voir comment les Congolais étaient tellement organisés. Il se disait, mais j'ai comme l'impression d'être dans une grande haute civilisation. Pourquoi? Parce que tout était là, tout était là. Et lorsque la Belgique est venue, c'est comme ça qu'on nous a dit, ne regardez pas de cette direction, désormais regardez de l'autre. Et regardez de l'autre direction, qu'est-ce que ça a impliqué? Mais ça a impliqué à ce qu'en lieu et place, que les Congolais lambda, les Congolais travailleurs d'hier, qui étaient en train de travailler pour le développement de son pays, ont arrêté de travailler pour le développement du pays, mais ont commencé maintenant à travailler pour la Belgique. C'est là où on dit que si la Belgique ne pouvait pas atteindre la prospérité qu'elle a aujourd'hui sans les Congos. Et c'est là où nous, au sein de J'adore le Congo, nous insistons. Nous voulons à ce que, lorsque les parlementaires belges sont en commission, ils doivent prendre ces ponts-là en considération. C'est très important pour nous.
Nous avons besoin d'être dédommagés. Même si on existe, on ne va pas peut-être fixer les montants, parce que si on doit demander à la Belgique de nous rembourser tout ce qu'elle a reçu de la part de la RDC, mais elle est incapable. Mais au moins, symboliquement, nous voulons quand même une somme qui puisse être à même de pouvoir aider les Congolais à construire ne fût-ce que de routes, ne fût-ce que même des écoles et puis des universités pour le cadre congolais. Comment trouvez-vous, le futur cadre congolais. Parce que nous parlons de l'histoire, comment trouvez-vous le discours de l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba, à la veille de l'indépendance, le jour de l'indépendance, où il dit que le Congo n'est pas un cadeau de la Belgique, mais c'est... L'indépendance. L'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique. C'était une façon pour lui de dire que c'était par les efforts des Congolais que nous sommes arrivés à notre propre liberté. Quand vous prenez ce discours de Lumumba qui est dur envers l'autorité belge, vous prenez le discours du président Tshisekedi actuellement, qui veut faire fi du passé pour avancer vers de nouvelles bases avec la Belgique. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a dichotomie, que les autorités de l'époque et celles d'aujourd'hui n'ont pas la même vision pour le Congo? Déjà, je salue le discours de Patrice Emery Lumumba qui reste d'actualité pour nous. Parce que même pour les gens qui ont déjà lu ces discours et qui ont entendu celui du roi belge, vous allez directement détecter que le roi Philippe a puisé dans ces discours de Lumumba. Lorsqu'il reconnaît, voilà, c'était un régime qui était basé sur les inégalités, sur le paternalisme. Ça, ce sont des choses que Lumumba a décriées. Alors, pour revenir à votre préoccupation, est-ce qu'il y aurait une sorte de dichotomie dans le chef de propos de président de la République et puis du roi belge, mais pourquoi pas également du Premier ministre belge? S'il y aurait dichotomie, moi je parlerais en termes d'approche. Je ne suis pas tshisekidiste, mais pendant un moment, j'ai commencé à scruter la personne. C'est un monsieur qui n'a pas les mêmes approches que les autres. Aujourd'hui, mais c'est là où nous, au sein de J'adore le Congo, nous inscrivons dans l'optique que nous soyons une élite qui soit à même de pouvoir applaudir quand il faut applaudir. Vous allez voir, aujourd'hui, il y a beaucoup d'opposants. Et d'ailleurs, on les salue, ils doivent également exister parce que la démocratie veut à ce qu'il y ait des opposants dans un pays, dans un État. Qu'est-ce que vous applaudissez? Vous applaudissez, bon, finissez d'abord votre idée. Oui, j'ai fini pour dire ceci. Lorsque j'aimerais en tout cas peindre un petit tableau avec ce qui se passe à l'est du pays. Mais quand les choses ne vont pas bien, mais on voit comment tout le monde monte au créneau pour dire que voilà, les présidents ne font rien, ils ne font rien. Mais voilà. Mais quand les choses essayent un petit peu de marcher, mais on voit personne. Personne ne dit que non, voilà, là, il a. Tel que quel aspect de la vie qui marche actuellement? Non, mais en termes, pour être franc, il n'y a pas un secteur qui est en train d'évoluer dans le pays. Mais j'aimerais... Si on veut parler en termes de prouesse de l'actuel régime. En termes de prouesse, bon, j'aimerais même pas m'inviter dans cet exercice-là. Pourquoi? Parce qu'il y aurait des éléments qui m'échapperaient. Parce que je ne suis pas de la famille du président de la République. Je n'ai pas accès à ses réalisations. Je ne connais rien du tout. Mais au moins... Vous êtes congolais? Je suis congolais. Sur le plan social, on continue à décrier. Mais quand même, quand vous essayez de marcher dans certaines communes, vous allez voir qu'il y a des endroits où, pour la première fois, les rues sont asphaltées. Moi, je suis proche de la commune d'Ngiri. Je vois par exemple Makanza, où, en tout cas, depuis que le Congo existe, cette avenue n'a jamais été asphaltée. Mais aujourd'hui, si vous pouvez passer là sans problème. Il y a Sayo, par exemple. Donc, il y a des petites choses comme ça. Mais notre problème, c'est quoi? Notre problème est que on attendait beaucoup de l'actuel président de la République. Dan, donc aujourd'hui, nous on a été jeunes. Par rapport à ce que tout le monde attendait du président de la République, il n'est pas arrivé à satisfaire bon nombre de gens. On peut se dire ça comme ça. Oui, mais là c'est clair. Là c'est clair, même lui-même. 2023, il doit partir. Même lui-même.
Bon, partir, ça ne dépend pas de vous et moi. Selon votre... C'est le peuple. C'est le peuple congolais qui va... Votre souhait. Moi, je n'ai pas de souhait. Je n'ai pas de souhait parce que... Citoyen congolais? Moi, étant que tribun de la société congolaise, parce que nous sommes là pour parler... Moi, je parle de la jeunesse congolaise. Je suis en train de parler du Congolais lambda, les Congolais oubliés. Nous sommes les Congolais oubliés. Je suis la voix des Congolais oubliés. Alors, j'ai dit, c'est que nous, on attend... On n'attend pas un visage à la présidence. On n'a pas de visage. Nous, on ne veut pas que ce soit X qui soit là. Non, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'entre nous, certaines choses soient dites. Le changement du Congo, je l'ai dit, même ceux qui me suivent dans mes différents réseaux sociaux, ils m'entendent dire cela. Aujourd'hui, les changements du Congo ne s'appellent pas Fayoulou, ne s'appellent pas Katumbi, ne s'appellent pas Matata Ponyo. Non, mais il faut qu'on soit en mesure de comprendre cela. Le changement du Congo s'appelle la prise de conscience. C'est quelque chose qui englobe tout le monde et toutes les sphères de la société. Le changement ne peut pas s'incarner dans un individu. Non, c'est pas l'individu, c'est tout le monde. Mais certes, on a besoin, même ces changements-là également qui doivent être incarnés par tout le monde. Il y a quand même des gens, il y a des pionniers. Il y a des pionniers. Mais on refuse également les gens qui viennent, voilà, les gens qui pensent qu'ils sont des personnes providentielles. Pour dire que non, en tout cas, une fois moi je suis là, tout va changer. L'UDPS est en train de nous montrer également... Après 37 ans certaines failles. Parce que j'étais en train de dire, Dan, que dans ces pays, moi je ne suis pas né à Kinshasa, je suis un villageois. Peut-être que ce n'est pas le cas pour vous. Mais au moins, on est venu, je suis arrivé à Kinshasa, je pense en 2004. On a entendu l'histoire, on a lu l'histoire parce qu'on a eu la chance également de passer sur les bancs de l'école. Mais quand on lit l'histoire, l'UDPS a incarné pendant tous ces temps comme étant le dernier espoir de la population congolaise. Qu'est-ce que nous constatons? Mais c'est là où maintenant je reviens à vous dire qu'il n'y ait pas un individu qui vienne nous dire que voilà, avec son petit parti qui vient de naître, ou soit qui a à peine 5 ans, ou soit à peine 10 ans, que comme ça, ils ont un bâton magique pour changer le Congo. Non, qu'on ne nous montre pas. Nous ne sommes plus cette génération-là où on vient duper par, je ne sais pas moi, des polos ou quoi que ce soit. Nous sommes maintenant une génération qui entend un discours. Les discours de « seul je ne saurais pas, j'ai besoin de la jeunesse ». Prenez conscience, comme l'avait fait d'ailleurs Laurent Désiré Kabila. Prenez-vous en charge. On a besoin de ce genre de discours. On a besoin que chaque Congolais soit soutenu de partout où ils sont. Les entrepreneurs, les agriculteurs, ce n'est pas seulement les politiques. En d'autres termes, l'actuel pouvoir a échoué, démontre qu'on ne peut plus compter sur un individu parce qu'à leur arrivée, beaucoup d'espoir était fondé sur leur arrivée, leur venue au pouvoir. Maintenant qu'ils ont échoué, ça nous a tous découragés. On ne peut plus faire confiance à un individu, une personne qui sera, on dira, providentielle ou un parti providentiel. Bon, c'est un sentiment de déception. Non, il y a ces sentiments de déception, mais je n'aimerais pas non plus tomber dans les pieds des journalistes qui me fait dire des choses que moi je n'ai pas dites. Je n'ai pas dit que le gouvernement a échoué. Moi, je n'ai aucun baromètre. Je n'ai pas mesuré, je n'ai pas d'outils pour voir l'espoir. Mais pour dire, l'espoir que cela a suscité aujourd'hui, au regard des attentes de la population. Ce que moi j'essaie de voir, c'est que quand vous entendez les présidents honoraires, il avait un discours. Et les discours de président honoraire, c'était « je n'ai pas 5 personnes ». Si j'avais 5 personnes, si j'avais 5 meilleures personnes, le Congo ne serait pas là où il est. Là, c'est sous son air. Et après est venu l'actuel président de la République. Je l'ai également entendu. Il a décrié l'entourage. Et aujourd'hui, il n'a pas cet entourage-là qui l'aide. Mais ce n'est pas seulement eux. Parce que nous, étant que de jeunes consciencieux, on fait un effort de pouvoir scruter notre histoire. Et en la scrutant, on se rend compte qu'il y a des failles qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Nous sommes en 1960. Vous savez, dans les têtes, je parle notamment celle de Lumumba et Kasavubu, dans leur tête, c'était quoi? Que les Belges partent, qu'on récupère notre pays et qu'on le développe.
Là, c'est dans les têtes des leaders. Mais les collaborateurs, l'entourage, c'était pas ça. Il y avait des gens déjà qui étaient en train de dire, voilà, à Kalina, Gombe, là où nous sommes. Non, à Kalina, il y a un immeuble là. Bon, il y a l'autre qui dit, voilà, moi je travaille chez un Belge. Donc si aujourd'hui on devenait indépendant, on va les chasser, ils vont partir. Moi je vais prendre l'entreprise. C'était ça en fait. Donc, nous devons aujourd'hui, c'est ce que nous faisons au sein des J'adore le Congo. Oui. J'aimerais chuter par là. C'est ce que nous faisons au sein des J'adore le Congo. Nous sommes en train de faire en sorte que nous puissions prendre ensemble la conscience pour dire qu'une fois aujourd'hui, Regan Kema a accédé à la magistrature suprême. À la magistrature suprême, oui, amen. Que je ne sois pas le seul à détenir ces bâtons magiques pour développer le Congo. Pourquoi? Parce que j'ai des collègues, je suis énarque. Je ne suis pas seul. On est nombreux des énarques qui sont ici, qui sont en train de chômer. Nous sommes dans le sous-emploi. Pourquoi? Parce que la formation reçue à l'ENA, ce n'est pas ce qu'on est en train d'appliquer dans nos administrations d'attache. Le Congo n'est-il pas ce pays qui a finalement besoin d'un homme providentiel, un homme qui viendra donner le souffle du changement, le souffle du développement? On a vu ces genres de personnes dans d'autres pays, des gens qui sont venus, qui se sont imposés, qui ont levé un nouveau mouvement, un nouveau vent. Est-ce que si nous comptons sur le collectif, c'est bien, mais qui va impulser ce mouvement-là, ce changement? Qui va incarner cela? Une très bonne question. Et c'est là où je me rends compte que je ne m'étais peut-être pas fait mieux comprendre, dans le sens où, lorsque je dis, ce n'est pas une question d'un individu, c'est le collectif. Mais dans le collectif, il y a aussi des chefs, il y a des leaders. Mais notre demande est que nous puissions voir ça avant de pouvoir penser, postuler. Généralement, c'est lorsqu'on est candidat qu'on commence à dire, voilà, on peut. Mais pendant tous les temps, présentement là, que font les opposants? Ils forment qui? Moi, jusqu'à présent, je ne vois aucun atelier dans un parti politique pour former l'élite. Quel est ce parti politique? Vous êtes journaliste, peut-être vous êtes mieux outillé. Dis-moi, quel est ce parti politique qui forme ses adeptes? Il est où? Sur l'éthique, sur le patriotisme. Quel est ce parti qui fait ça? Et comme ça, pendant une année, on a formé personne. Pendant une année, on a évangélisé personne. Mais en 2023, on s'est dit, je suis homme providentiel. Mais vous allez travailler avec qui? C'est là où je suis. Mais lorsque vous parlez de par exemple, vous avez parlé il y a toujours des leads. Oui, je suis d'accord avec vous. On peut parler de Mahatma Gandhi en Inde. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas attendu accéder au pouvoir pour commencer à impulser les changements. Il y a Nelson Mandela en Afrique du Sud. Il n'a pas attendu qu'il soit président de la République pour commencer à booster sur le changement. Avant même, il a commencé à conscientiser les gens. C'est là où nous sommes. On a besoin des leaders qui sont leaders avant d'accéder au pouvoir. C'est ce dont on a besoin. Pas de gens qui pensent que... Qui attendent d'avoir le pouvoir. Qui attendent d'avoir le pouvoir. Non, mais c'est là où ça échoue. Parce qu'on parle... Pourquoi je parle de Lumumba? On n'a pas des gens comme ça? Des gens qui peuvent incarner ce changement-là, dans la classe politique, opposition, majorité compris? S'il y avait ces gens-là, même si je ne pense pas aujourd'hui être dans un parti politique, mais j'aurais déjà adhéré à ces partis politiques. Sincèrement, je ne vois pas encore. Peut-être, il y a des jeunes. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui commencent à créer des partis politiques avec une autre doxa. Et c'est ce que nous soutenons. Mais sinon, avec nos aïeux, en tout cas, ce sont des gens qui se sont inscrits dans l'optique d'être des carriéristes. Donc, des gens qui prennent la politique comme étant un métier. Aujourd'hui, il doit être en fonction. Quand aujourd'hui ça ne marche pas chez Kabila, en tout cas, sans honte, on bascule comme ça. Et puis on tient le même discours. Et ce sont des gens qui sont périmés. Ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. On les appelle des baptistes. Ils tiennent le même discours qu'ils ont tenu avec Kabila aujourd'hui avec de l'État. Regan Kema, on va parler des mouvements citoyens. Vous êtes président d'un mouvement citoyen. Tout à fait. On a vu les mouvements citoyens en 2016, 2017, même 2015, un peu plus tôt, se battre pour le départ de Kabila. Kabila doit partir, il faut qu'il y ait une nouvelle tête, de nouvelles personnes. Quels sont devenus aujourd'hui tous ces jeunes-là qui ont... On va dire que les mouvements citoyens ont aussi porté Tshisekedi au pouvoir. Vous avez contribué à ce départ-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes devenu? Cette rage qu'on voyait en vous d'apporter un changement, d'apporter un nouveau vent, où est partie cette jeunesse-là? Vous êtes maintenant corrompu, si je ne m'abuse pas. Vous êtes maintenant dans les cabinets politiques, on ne vous sent plus. C'était quoi la soif
de s'améliorer soi-même ou c'était vraiment la volonté de changer toute la population? En tout cas, sincèrement, je dois reconnaître que c'est une question qui vaut tout son pesant d'or. Vous savez, vous avez raison. Moi, j'ai été rapporteur du 16e doyenné avec le comité laïque de coordination qui organisait, l'Église catholique qui organisait des marches. Peut-être beaucoup ne connaissent pas. Rossi Mukendi qui est décédé, c'était un collègue. Le jour où Rossi Mukendi est décédé, moi j'étais arrêté. Pourquoi? Parce qu'on avait marché. Pour revenir à votre préoccupation pertinente, je dirais que vous avez totalement raison. Nombreux d'entre nous, le jeune, je ne sais pas quoi dire, est-ce que c'est à tort ou à raison, étaient à la quête du positionnement. Nombreux. Nombreux étaient à la quête, mais sont. Je pense que je peux également l'employer même au présent, sont à la quête du positionnement. Et sincèrement, Monsieur Dan, entre nous soit dit, parce qu'on est entre nous, face à face, moi j'ai payé les prix. On paye les prix. Lorsqu'on veut garder sa neutralité, lorsqu'on veut garder son indépendance, dont la pensée, ce n'est pas du tout facile. J'adore le Congo, je vous ai dit, il existe depuis 2011. Mais ce n'est qu'en 2019 qu'on a eu le F92. Et c'est maintenant qu'on a d'office la personnalité juridique. Mais on a souffert. Il fallait compter que sur les cotisations des membres, qui, pour la plupart, sont des chômeurs. Mais lorsque vous êtes président d'un mouvement citoyen tel que moi je vous ai décrit, je vous ai peint mon tableau là, et qu'il y a X messieurs qui a son argent qui vous appelle, vous voit courageux, on est intelligent, en tout cas on est intelligent. Vous êtes une élite de la société. En tout cas, ce n'est pas à nier. Et qu'on s'est fait approcher, et les messieurs vous disent, voilà, en tout cas, je vais travailler avec vous. J'ai commencé à vous financer mensuellement, disons, 20 000 $ par mois, je vous trouve un siège. C'est le cas avec beaucoup d'amis qui sont partis. Mais aujourd'hui, ils sont dilués dans des, comme vous le dites, dans des cabinets, il y a d'autres qui sont. Donc, pour dire que je reconnais, vous avez totalement raison, c'est là où nous, au sein de J'adore le Congo, nous insistons sur les valeurs, sur la conviction. Mais aussi, ce n'est pas du tout facile. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut innover, il faut être riscophile. Et si nous sommes en train de persister jusqu'à présent, c'est parce que nous sommes des riscophiles. On a accepté les risques, on marche encore à pied, on n'est pas véhiculé, on n'a pas d'argent, on se débrouille. On a accepté ça pour tenir en tout cas jusqu'au bout la conviction. Est-ce qu'il y a moyen que nous ayons cette race des hommes et des femmes qui s'engagent sans arrière-pensée, sans penser à eux-mêmes, qui se livrent comme certains livrent leur vie pour le bien commun? Est-ce que c'est possible qu'au Congo qu'il y ait des personnes comme ça qui donnent leur vie aux autres, leur engagement, leur dévouement? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de trouver ces Congolais-là? Si on n'était pas devant une caméra, j'allais vous dire que vous l'avez en face. Et je ne suis pas seul. Je dis bien que si on n'était pas devant les caméras, j'allais vous dire ça. Mais il s'avère également que je vous ai dit ça. Donc, non, il y en a. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Mais ce sont des personnes qui ne sont pas des opportunistes. Non, mais face à la situation sociale, nous sommes dans un pays à chômage endémique, où s'en sortir devient aujourd'hui un miracle. Face à cette dure réalité, ça devient aussi très très compliqué. C'est ça justement la dualité. C'est là où je vous ai dit, est-ce qu'il faille juger ces amis-là par rapport au choix qu'ils ont opéré? Est-ce que c'était mal d'opérer ce choix-là? C'est là où ça devient compliqué. Parce que, vous le savez très bien, un ventre affamé n'a point d'oreille.
on a besoin, on n'est pas venu accompagner quelqu'un dans ce monde. On a besoin de se stabiliser, on a besoin de se marier. Et aujourd'hui, pour se marier, ça demande beaucoup. Les yeux de la tête. Ouais, vous voyez vous-même. Alors, lorsqu'on a des opportunités comme ça, c'est là où je vous dis, et pour revenir à votre préoccupation, qu'il ne faut pas dire j'ai fait la politique. Non. Moi, je refuse ça. D'accord. Il faut être plutôt Rigen. passionné du changement, du bien-être, de l'intérêt général. Tout à fait. Parlez-nous brièvement de votre mouvement. J'adore le Congo. J'adore le Congo. Oui. D'ailleurs, comme vous le dites, d'ailleurs, raison même pour laquelle vous avez demandé si on a des gens qui aiment encore ces pays. Nous, on a pensé, je suis chrétien, lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie en abondance. Ouais. Et c'est car Dieu a tant aimé le monde. C'est ce qui nous a interpellés. Donc, en lisant la Bible, étant qu'un lecteur de la Bible, je me suis rendu compte que Dieu ne devrait pas seulement aimer simplement le monde, pour qu'il accepte lui-même de venir mourir pour ces créatures. Il fallait qu'il puisse aimer tant. L'adverbe tant vient intensifier les choses. Donc, pour dire qu'il faut, comme nous on a pensé, il ne faut pas seulement se limiter par aimer le Congo. Même les gens qui nous trahissent, les gens qui te trahissent, rien ne montre, rien n'exhibe que ces gens-là ne t'aiment pas. Mais ils t'aiment, bien sûr. Mais seulement, leur amour est limité. C'est plié face à cette proposition-là de te trahir. Vous voyez? Donc, même les gens qui nous font du mal, ce n'est pas que non, parce que généralement, ceux qui nous causent du tort, ce sont des gens qui sont de notre entourage. Donc, ce sont des gens qui nous aiment d'une certaine manière. Et c'est également reconnu. Lorsqu'on est dans un cimetière, même aujourd'hui, je suis marié, je suis époux, mais quand aujourd'hui il arrivait que je sois décédé, ma femme va pleurnicher, va pleurer, mais elle ne va jamais descendre avec moi dans la tombe. Donc, pour dire que même son amour aussi a des limites. Donc, c'est dans ce sens-là où je nous dis qu'il nous faut aimer fortement ces pays si nous voulons du changement. Et pour nous, aimer ces pays signifie quoi? Nous disons, nous sommes à la quête du Congo de nos rêves. Et être à la quête du Congo de nos rêves, c'est travailler pour l'intérêt général, travailler. S'enrichir, c'est quoi? Avoir des véhicules, avoir des maisons, ça ne sert à rien. Nous devons travailler pour l'intérêt général. Aujourd'hui, le miracle japonais est possible au Congo. Non, aujourd'hui, je pense, pour finir en tout cas, je pense que nous devons faire en sorte que Toyoka Sony, Tobongsa Congo ata Nenge Yatembi, Rwanda zo Aomega Rotumbo la Mutu. Mais ici, ça donne l'impression qu'il n'y a pas de gens. Nous devons même par concurrence. On importe tout. Non, c'est pas normal, c'est pas du tout normal. Donc je pense qu'il faille que nous puissions faire mieux les choses. Et raison pour laquelle nous disons, nous sommes à la quête du Congo de nos rêves, changer pour changer. D'accord, Rigen. On va prendre quelques photos. Ok. Vous allez justement commenter. Nous sommes à la fin de l'émission. On va prendre quelques photos alors. Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est les propriétaires de Facebook. Qu'est-ce qui vous inspire? En tout cas, à chaque fois que je vois le monsieur, je me dis qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de l'impossibilité. C'est un monsieur qui a commencé très petit, il n'est pas issu d'une famille opulente, mais il a pu s'imposer aujourd'hui jusqu'à devenir l'une des grandes personnalités de ce monde. Donc il m'inspire le courage, il m'inspire surtout la détermination. Et je pense que c'est vraiment un modèle à prendre. Merci Rigen. Une autre photo. Aminata Namassia, la vice-ministre de l'EPST. Pour votre information, c'est une collègue, j'ai étudié avec elle à l'UPC. On a fini dans la même option, économie monétaire. On avait le même directeur de mémoire, c'était le professeur Mabi Moulumba. Donc c'est une personne que je connais très très bien, c'est une collègue en tout cas, très très bien. Elle aussi, c'est pareil. En tout cas, je profite pour lui dire qu'on est très fiers d'elle. Personnellement, je suis très fier d'elle. Pourquoi? Parce que moi, au moins, j'avais été élu président des étudiants à l'époque. Mais elle, personne ne la voyait venir en tout cas. Elle ne s'intéressait même pas de la politique estudiantine, mais comme ça, elle nous a sauvé. Vous avez épaté. Elle nous a vraiment surpris
à être élue députée et puis aujourd'hui elle est vice-ministre. En tout cas, on est très fiers. Je pense que elle fait aujourd'hui partie de modèles féminins et que j'invite la jeunesse congolaise, féminine en tout cas, de pouvoir la considérer comme modèle aussi. D'accord, d'accord. Une autre image? Oh. Wow. Wow. Joseph Kasavubu. Non mais vous savez, le monsieur, on l'a pas connu, même pas, c'est même pas la peine de dire que je ne l'ai pas connu, mais c'est nous tous qui ne l'avons pas connu. Mais lorsqu'on parle de l'éthique, moi je pense que c'est lui. J'ai des fois même envie de ne pas l'appeler M. Kasavubu, l'appeler M. Éthique. C'est le seul qui, d'après les histoires, on a également lu ça, des témoignages, lorsque vous lisez Jean de Liert, le Belge, qui a beaucoup parlé donc de lui et puis de Lumumba, il témoigne qu'il était parmi les seuls dirigeants de ce monde qui, après une tournée, un voyage, et qu'il y avait des surplus, il les faisait retourner dans les trésors. Donc c'est vraiment un modèle. Vraiment un modèle. Et une autre image? Oh, waouh. Lui, quand on le voit, on pense à la Révolution. Lui, en tout cas, quand on le voit, on pense à la Révolution. Et c'est également lui qui est, en d'autres termes, le père de Laurent Désiré Kabila, l'homme de ne jamais trahi le Congo. Donc, il était parmi ses coachs et c'est aussi un modèle. Et je pense qu'il a inspiré beaucoup de personnes. Il a vraiment inspiré beaucoup de personnes. C'est lui qui nous enseigne que, en gros, la liberté, c'est pas un cadeau. Il ne faut pas s'apitoyer sous son sort. Non, il faut vraiment se battre pour l'obtenir. On va avancer. Vous savez, sincèrement, nous sommes au sein de J'adore le Congo. On n'a pas de... Certes, nos réflexions ne sont pas teintées de l'émotion, mais nous prenons l'amour. J'adore le Congo, c'est l'amour, nous prenons l'amour. Oui, l'amour de qui? L'amour du Congo ou des citoyens congolais? D'abord, l'amour de l'humanité. L'humanité d'abord. Donc, parce que partout il y a des hommes, humains. Il y a des humains. Et je pense que nous devons non seulement aimer le Congo, mais également aimer tous les autres peuples. Raison pour laquelle nous ne nous inscrivons pas dans l'optique de guerre entre États. Nous voulons qu'il y ait la paix, qu'il y ait la cohésion. Et c'est d'ailleurs le but même de ce qui a fait que le monde soit aujourd'hui un monde globalisant, que ce soit un village planétaire. Donc c'est dans ce sens-là. Mais ça, aujourd'hui, on commence à s'entretuer. Donc je pense qu'on revient même sur les fondamentaux qui ont soutenu l'existence en société. Donc lui, j'étais disant, lui c'est quelqu'un qui incarne le passé de la Belgique. Oui. Parce qu'à chaque fois qu'on le voit, on pense à tous les mots, mais j'aimerais m'adresser, par sa photo, j'aimerais m'adresser à la jeunesse congolaise. Oui, la Belgique nous a fait tout ce qu'elle nous a fait. Et après? Et alors? Je pense qu'il faille peut-être les inviter à poser un acte. Même lorsqu'on parle de la réparation financière, c'est juste que la Belgique, voilà, une symbolique. On a besoin qu'ils reconnaissent ce qu'ils nous ont fait. Parce que si peut-être on n'avait pas connu la Belgique, peut-être le Congo allait être aujourd'hui dans un autre niveau. Mais il y a quand même le pardon, il y a nécessité de renouer encore, de réchauffer encore nos relations pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. Et je pense que la vie c'est demain, la vie c'est pas le passé. D'accord, comme l'a dit le chef de l'État. Alors, voilà. Oh, waouh, Mamadou. Quand je le vois, je pense à l'un de rêves que nous poursuivons au sein de J'adore le Congo. Vous savez, je vous ai dit tantôt, avant de commencer l'émission, que
quand je vois des livres qui sont derrière moi, ça me pousse à penser à l'un des rêves que nous poursuivons, qui est de voir une jeunesse congolaise qui habite les bibliothèques. Mais quand également on voit Mamadou, là je pense à cette nécessité de pouvoir vivre ensemble lorsque les gens témoignent de leur bonne volonté. Vous savez, c'est quelqu'un qui n'est pas 100% congolais. Je ne sais pas si beaucoup le savent. Il n'est pas 100% congolais. Il est 50% congolais? Je pense qu'il doit être quelque chose de sénégalais ou quelque chose comme ça. Donc il est 50%. Mais il s'est sacrifié pour le Congo. Il s'est sacrifié pour le Congo. Dans la loi de 50-50 ne pèse pas. Hein? Donc pour dire que ça peut toutefois représenter quelque chose pour... je suis peut-être d'accord pour certains postes de responsabilité. En même temps, également, je reste dubitatif. Pourquoi? Parce que cherchons à avoir des institutions fortes et non des hommes. Parce que Obama n'était pas 100% américain. Il était américain à 0%. Sa maman n'est pas d'origine américaine. Bon, d'ailleurs, c'est vous qui me complétez encore mieux. Mais regardez ce qu'il a fait. Est-ce que, en quoi l'Afrique, en quoi le Kenya aujourd'hui est parmi les pays les plus développés de l'Afrique? Parce que Obama, qui avait un père originaire du Kenya, était du Kenya. Donc, il n'y a pas eu de privilège. Il a été américain. Donc, lorsque nous avons des institutions fortes, je pense que tout ça, ça sera des petites discussions de bas niveau. Donc, lui, pour finir, je disais que lui, il nous témoigne en tout cas la vie en société et puis l'harmonie. Mais sinon, c'est le courage. Il a dit, si l'armée n'était pas un secteur où on exigeait de la discipline, j'allais commencer à initier des opérations pour libérer mon peuple. Donc, il s'est rendu compte qu'il avait des choses qu'il voulait faire sur le terrain, mais à chaque fois que lui voulait engager une opération, Kinshasa le trahissait. Et il a déploré cela pour dire que si l'armée n'était pas un secteur où c'est la discipline qui pue, j'allais commencer à initier des choses de moi-même pour libérer mon peuple. Voilà, Aliko. Mais lui, c'est l'incarnation de l'entrepreneuriat en Afrique. C'est l'homme le plus riche, à moins que mes recherches puissent me trahir, mais sinon, il est parmi les hommes les plus riches. Il est nigérian. Il est nigérian. Lui, c'est l'espoir. Lui, c'est le courage, c'est la bravoure. Et je suis en train d'encourager tous ces jeunes Congolais qui ont compris que on a passé beaucoup de temps à attendre des politiques, des solutions, alors qu'on pouvait nous-mêmes, via l'entrepreneuriat, commencer à initier des travaux, commencer à initier des entreprises. Et non seulement que ça va nous aider à nous épanouir nous-mêmes, mais également ça aidera aussi à développer notre beau pays. Merci beaucoup, Rigen Kema. C'est moi qui vous remercie. D'avoir répondu à notre invitation. Vous avez été là, vous avez répondu à nos questions, vous avez parlé au nom de beaucoup de jeunes que vous représentez dans J'adore le Congo. Le Congo, pas seulement, mais toute la jeunesse qui aspire à un lendemain meilleur. En tout cas, c'est à moi de vous remercier, Dan. Merci beaucoup. Et ça allait trop vite. Je pense qu'à chaque fois que vous allez me lancer une invitation, sachez que je vais courir pour venir y répondre. Merci beaucoup à vous. Et à toute l'équipe aussi. Toute l'équipe technique qui nous accompagne. Oui. Voilà. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous l'avez compris, certainement l'émission est à la fin. Nous espérons que vous avez aimé les idées donc développées sur ce plateau par notre invité, Rigen Kema. Il a dit lui-même, ce n'est pas la dernière fois. Prochainement, si on l'invite, il ne va pas marcher, mais il va courir pour venir répondre à notre invitation. Nous vous disons au revoir et merci de votre fidélité à Congo Buzz TV. Nous sommes là pour vous servir. Hello. Lobi na biba ila bilo ko lia. Ba ina ka bilo ko États-Unis. Oni ko boma bona jeunesse. Mona États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Maman Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bouche. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis, kolia bio ekomi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila
chez Mama Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te. Na ndenga mabete pona kozwa biloko ya détail yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie noirs, daimana shindo tweneleye, na kimya bana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kimya bana Kongo, toyembani, toyembolo nene ya lisa.